Je m'appelle Alexia Jacques Casanova, je suis consultante et gestionnaire de projets participatifs auprès d'institutions culturelles. Et j'anime aussi, je réalise un podcast qui s'appelle C'est pas commun et qui reçoit tous les mois des artistes des arts en commun. Voilà, aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Maton, à ma gauche, qui est metteuse en scène, comédienne et également co-directrice artistique de la compagnie L'Île de la Tortue, théâtre in-cité, qui est basée en Seine-Saint-Denis. Sarah a développé des projets en direction des publics non spécialistes, on parlera de quoi il s'agit, et en espace non dédié, au sein desquels la parole des invisibles peut se déployer. C'est en tout cas comme ça que vous décrivez votre pratique. Et vous intervenez auprès de centres de détention, EHPAD, écoles, centres d'accueil. Et le projet dont vous allez nous parler aujourd'hui, sur lequel on va baser notre discussion, s'intitule Les Clameuses. On en saura plus dans un instant. J'ai également le plaisir d'accueillir Juan Arroco. Vous êtes administrateur du projet Ève, Exister avec la voix ensemble, à la Philharmonie de Paris. Et donc Ève, que vous allez nous présenter dans ce focus, vise à une pédagogie renouvelée du chant choral en milieu scolaire. Comme d'autres projets pédagogiques de la Philharmonie de Paris, il est centré autour de cette idée de pédagogie collective, d'accessibilité, d'attention aux aspects psychosociaux via la pratique musicale en groupe. On en saura plus dans un instant. Donc pourquoi ce thème? Quand on parle des droits culturels, on se rend compte qu'ils invitent presque sans équivoque à repenser la relation qu'on entretient avec les publics, à tel point que dans certaines instances, on ne les nomme même plus publics. On va parler peut-être de participants, de citoyens, de partenaires dans certains cas, ou tout simplement de personnes, et non plus de public. Pour évoquer ce sujet des relations, des postures et des discours qui sont donc en transition quand on se penche sur les droits culturels, on a deux études de cas et je vous propose qu'on commence avec celui des clameuses. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet, comment il a émergé, quelle en a été la genèse, et puis peut-être nous en dire plus aussi sur la compagnie L'Île de la Tortue, votre institution en général. Tout à fait. Alors, Alexia vous a très bien décrit la démarche de notre compagnie. J'ajouterais que depuis fin 2018, cette compagnie est accueillie par la ville de Clichy-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis, au cœur d'un quartier prioritaire politique de la ville. Et la ville a mis à notre disposition, au cœur de ce quartier, un petit local partagé avec d'autres associations. Donc il faut vous imaginer un tout petit bureau, une salle polyvalente et un petit espace de stockage. Et ce local se trouve véritablement au pied des tours du quartier du Bois du Temps, avec de grandes baies vitrées de part et d'autre. Et je précise ce contexte parce que cet accueil sur ce territoire particulier, dans ce contexte particulier d'une banlieue populaire, nous a évidemment forcément incité à avoir une démarche qui se compose avec les autres, avec nos voisines et avec nos voisins. Et c'est parce que nous travaillons là sur de longues durées, au quotidien, parce que nous répétons parfois là aussi, donc dans l'espace public, que nous avons été évidemment traversés par les vies, les révoltes, les désirs, les rêves, les envies et même les demandes de collaboration des personnes qui habitent cet endroit-là du monde avec nous. Donc à l'époque de notre arrivée dans ce quartier, fin 2018, notre équipe a tout simplement jamais envisagé de résider sur ce territoire, dans cet endroit du monde, en étant hors sol. Puisque l'intérêt de cet accueil, c'était justement la porosité, bien sûr, avec cet espace, mais aussi et surtout avec les êtres humains qui l'habitent. Et c'est dans ce contexte très particulier qu'est né le projet des Clameuses. Donc les Clameuses, attendez, je vais vous mettre une petite diapo. Voilà. Les Clameuses, c'est un groupe de femmes du quartier du Bois du Temple, où nous sommes accueillis, qui ont fini par être une trentaine au bout de 3 années, qui un jour sont venues nous trouver dans ce fameux local pour nous demander d'inventer avec elles un projet où elles pourraient voir des spectacles, mais autre chose
que ce qu'elles voyaient habituellement à la télévision et surtout voir des spectacles qu'elles pourraient critiquer. Donc évidemment, ces femmes, nous les connaissions déjà, nous nous connaissions mutuellement, puisqu'elles nous avaient vues répéter hors les murs, et aussi derrière nos baies vitrées, et puis qu'on les croisait régulièrement, et puis qu'on avait déjà proposé plusieurs gestes artistiques au cœur de ce quartier, notamment avec leurs enfants. Donc le projet des clameuses, c'est le fruit de cette rencontre, et d'un échange de palabres, de discussions, et également d'un échange de compétences entre elles, ce groupe d'habitantes, et notre équipe artistique. Donc pendant 3 ans, des comités de sélection de spectacles à aller voir à la Commune, à Aubervilliers, à l'Espace 93 à Bobigny, au Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France et au TCI à Paris. Des comités de sélection par rapport aux programmations de ces 4 lieux ont eu lieu, et nous avons vu beaucoup de spectacles que les clameuses ont critiqués grâce à la réalisation de podcasts. Et elles sont également devenues programmatrices pour la salle de diffusion de leur ville, l'Espace 93, en proposant un spectacle à programmer par saison. Et ce projet s'est finalement conclu au bout de 3 années par une exposition de leurs portraits en grand format sur les murs de leur ville, avec une phrase de chacune d'entre elles qui résumait ce qu'avait été pour elles cette aventure des clameuses. Alors, je vais vous montrer des photos de l'exposition, voilà, par exemple. Très bien. Donc voilà le résumé du projet. Merci. Donc on parlera dans un instant en effet peut-être un petit peu plus de la jeunesse. Juan, est-ce que vous pouvez également nous présenter le dispositif EVE ? Bien sûr. Pour parler d'EVE, il faut que je parle tout de même de la structure qui l'accueille, la Philharmonie de Paris, que peut-être vous connaissez, c'est une salle de concert à Paris 19e, à la Porte des Pantins. Et c'est une salle qui a des concerts, certes, mais c'est aussi un espace d'exposition avec un musée de la musique dédié. Et c'est aussi un lieu de vie avec bien d'autres types d'activités que les concerts, notamment l'activité éducative. Donc c'est dans cette mission des activités éducatives qu'il y a un département éducation au sein de la Philharmonie, de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, qui pilote plusieurs types de projets pédagogiques pour les publics. EVE est un de ces projets. Donc EVE, c'est l'acronyme pour Exister avec la voix ensemble, qui est dans le même sillage que des projets comme Demos. C'est un projet qui s'appelle Demos, dispositif d'éducation musicale à objectif social, qui a comme objectif de mettre des orchestres dans des villes pour que des groupes d'enfants hors temps scolaire puissent bénéficier d'une activité collective, mais aussi d'une activité d'éducation musicale. Ces projets se caractérisent par des recours des pédagogies accessibles, orales et collectives, et par une attention particulière à des aspects psychosociaux mobilisés par la pratique musicale en groupe. Donc ça, c'est sur le plan cognitif, émotionnel et social. Ces projets contribuent de ce fait à une démarche de démocratisation de la musique, tout en soutenant le développement social de la personne sur le plan individuel et social. EVE a vu les jours avec une première phase entre 2018 et 2021, qui était une phase très expérimentale. On a travaillé avec 2 écoles, une à Paris et une à la Courneuve, avec un groupe, un chœur composé des enfants de ces 2 écoles, des 120 jeunes, qui ont participé au projet pendant 3 ans. Chaque année, ces projets ont eu une phase très, très expérimentale en changeant les dispositifs pédagogiques qu'on déployait avec les professionnels qui travaillaient avec nous. EVE, c'est un dispositif de chant choral renforcé. Ce n'est pas une maîtrise ou un chœur à proprement dit, professionnel, mais c'est un dispositif pédagogique qui va encourager les professionnels qui travaillent dans ces milieux de pouvoir trouver de nouvelles techniques, de renforcer la pédagogie du chant choral
pour trouver une approche qui va être plus centrée sur les jeunes. En 2022-2024, on a déployé une nouvelle phase du projet qui avait comme objectif une nouvelle cible, celle des jeunes collégiens, et aussi des adultes professionnels impliqués dans le milieu du chant choral qui allaient toutes les deux former un grand chœur rythmique grâce à la pédagogie déployée sur les projets. Cette approche pédagogique du psychocorporel est d'abord une façon pour la Philharmonie de pouvoir recentrer la vision qu'on a de l'apprentissage choral classique à plutôt ce qu'est l'être devant nous et comment l'individu se développe. Ça, c'était très important pour pouvoir développer et construire les pédagogies qui allaient nous permettre de déployer notre projet dans cette phase-là. Grâce à l'expérimentation qu'on a eue de ces premiers projets, de cette première phase, on a pu, dans cette deuxième phase, développer une approche qui a pu être essaimée dans plusieurs structures en Île-de-France, en région, et de cette façon-là, on a pu créer un grand chœur rythmique avec tous ces intégrants. Merci. Donc, très rapidement, parce que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais je trouve ça intéressant justement parce qu'on parle des droits culturels. La jeunesse de ces projets, est-ce que c'était une commande de tutelle? Dans votre cas, il semblerait que ce soit plutôt une opportunité saisie au vol. Est-ce que c'était une idée individuelle qu'on a réussi à porter et donc à mettre en œuvre derrière? Dans vos cas, comment ça a émergé? Peut-être on commence avec vous, Sarah. D'accord. Alors oui, dans notre cas, effectivement, c'est d'abord un petit groupe de 4 femmes qui sont venues frapper à notre porte. Cela dit, pas tout à fait, puisque en fait, évidemment que cette idée ne leur est pas tombée du ciel comme ça d'un seul coup. C'était évidemment des femmes qui s'intéressaient déjà au spectacle vivant, qui étaient déjà curieuses. Elles allaient découvrir chaque année un spectacle en s'inscrivant à une sortie annuelle que leur ville leur proposait. Et puis, elles fréquentaient également la salle de diffusion de leur ville, l'espace 93. Mais ce qui leur a donné envie de nous proposer cette collaboration, c'est une anecdote, un événement, c'est-à-dire que la ville de Clichy-sous-Bois propose aux habitantes et habitants de ce quartier du Bois du Temple, donc un spectacle à aller voir chaque année à Paris. Et le point de départ pour partir à Paris et le point de retour, c'est ce fameux local que l'on partage avec d'autres structures. Donc, Sophia, qui est présente ici, qui est co-directrice de la compagnie avec moi, nous étions en train de travailler dans ce local quand les dames sont revenues d'un spectacle de magie nouvelle auquel elles venaient d'assister. Et là, c'était l'ébullition. C'était le grand débat. Certaines avaient adoré ce spectacle, d'autres avaient été complètement choquées. Elles étaient vraiment toutes pleines d'énergie pour en discuter ensemble. Et l'une d'entre elles s'est tournée vers Sophia pour lui demander ce qu'elle pensait de ce spectacle. Ce à quoi Sophia a dit, j'en pense absolument rien, puisque je n'ai pas vu ce spectacle. Mais par contre, je pense que ce qui est en train de se passer là, ce que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. Vous êtes des superbes critiques de spectacles vivants. Bon, la soirée se termine avec du thé, des petits gâteaux, et puis 15 jours plus tard, Sophia elle était en déplacement, 4 d'entre elles viennent me trouver pour me dire « Bon alors, on le commence quand le projet des critiques ?» Voilà, c'est comme ça que le projet Déclameuse a démarré. Donc, évidemment, moi j'avais vu passer un appel à projet du Seine-Saint-Denis. Donc, je leur ai proposé qu'on se réunisse au moins une fois pour en discuter et voir ce qu'on pourrait faire ensemble et ce qu'il serait surtout possible de bien faire ensemble. Et là, le temps de la mise en relation a commencé, on a commencé à négocier et on a dû faire conciliation sur ce qu'on allait s'apporter réciproquement. Réciprocité,
de nos apports mutuels. Et donc nous avons convenu des ressources que notre compagnie allait rendre disponibles et accessibles aux clameuses, et nous avons convenu de l'échange, de la réciprocité en échange de ce que nous apporterait ce groupe de femmes, ce groupe d'habitantes du Bois du Temple. Donc, convenir que notre compagnie était une ressource pour rendre disponibles et accessibles des biens et des services pour mener ce projet ensemble, c'est très important parce que là, il s'agit de l'application du droit à un accompagnement de qualité. Et les clameuses, conformément à leur droit culturel, ont bien fait appel à des professionnels de la création artistique pour mener ce projet. Donc, nous avons convenu de notre rôle en tant que compagnie. Alors, ça serait de les mettre en relation avec des théâtres choisis, dont les programmations correspondraient à leur désir de découverte, d'organiser des rencontres avec les programmatrices et programmateurs de ces lieux, pour qu'ils et elles viennent leur présenter leur programmation chez nous, dans notre fameux local, afin que les clameuses puissent faire leur choix. Nous avons aussi convenu qu'on prendrait en charge l'organisation des déplacements et de la billetterie et que nous les accompagnerions dans la réalisation de la trace de leurs critiques. Parce qu'au départ, avec Sophia, on avait rêvé des critiques écrites et la parution de ces critiques tous les 2 mois dans le magazine du département. Mais certaines d'entre elles avaient moins d'aisance que d'autres à l'écrit en français. Et c'est comme ça que nous avons glissé vers la réalisation de podcasts. Et donc, grâce à elles, nous avons dû apprendre à réaliser des podcasts. Et puis de leur côté, évidemment, elles se sont engagées à être assidues, à respecter les horaires, à s'engager dans le travail de chronique, à établir, pour pouvoir faire ces chroniques correctement, leur propre grille de lecture du spectacle vivant, et évidemment à respecter la parole de chacune et accepter les désaccords. Après, elles nous ont quand même fait part de quelque chose d'intangible, c'est qu'elles ont vraiment exigé la non-mixité pour ce projet, et donc on a respecté ce choix. Donc quand vous dites non-mixité, c'est homme-femme ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour elles, vraiment, ce projet, c'était entre femmes de ce quartier de Clichy-sous-Bois. Elles ne voulaient pas que dans leur groupe de chroniqueuses, il y ait des hommes. Et elles ne voulaient pas non plus qu'il y ait leurs enfants. C'était entre elles, pour elles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont rencontré des metteurs en scène, des comédiens, bien sûr. Ça signifiait qu'elles voulaient créer un espace où leurs paroles n'allaient jamais être contrôlées, où elles allaient pouvoir tout dire sans se sentir gênées. Et ça, c'était une véritable exigence. Donc, nous, évidemment qu'on a respecté ce choix, parce que c'est nécessaire pour des relations d'humanité sincères que les personnes participantes au projet puissent avoir leur mot à dire avant le projet, bien sûr, et puis aussi pendant, et puis à la fin, forcément. Donc ce financement du département, on l'a obtenu. Donc le projet a démarré, et la première étape du projet, ça a été la rédaction d'une charte entre elles et nous. La charte qui était le fruit en fait de toutes ces palabres préliminaires. Et à partir du moment où on a eu cette charte, le projet des clameuses a été opérant. Voilà. Très bien. Et pour vous, Juan, la genèse du projet Eve, d'où est-ce qu'il émerge, ce projet, cette initiative ? Il y avait déjà une volonté de l'État en mettant le plan choral, déployé dans l'éducation nationale. Et depuis combien de temps, ça date de quand, le projet plan choral ? Non, le plan que vous venez de mentionner. C'était un peu concomitant avec ce 2016. Ok, d'accord, 2016. Et c'est à ce moment-là qu'on a une initiative de pouvoir, dans le même sillage que le projet des noces dont j'évoquais, de pouvoir créer un projet des chants chorales dans les milieux scolaires. On a saisi une opportunité également des collaborations avec la Fondation des Toncourt Scholler
qui met en œuvre des projets choraux assez conséquents. Et grâce à un appel à projet, on a pu déployer le projet F dans sa première phase. Il y avait aussi une volonté de renouveler la pédagogie du chant choral à cette époque pour pouvoir créer des nouvelles approches à la façon qu'on enseignait le chœur au niveau scolaire, mais de façon générale. Donc c'était aussi une façon de pouvoir confronter la réalité du terrain avec les artistes et cette volonté qu'il a finalement mis de pouvoir créer des projets innovants avec notamment ces aspects psychocorporels qui font partie de l'ADN du projet R. Donc tout ça, grâce à l'impulsion de la directrice d'éducation, Sarah, a vu les jours sur la première phase du projet. La Fondation Bettencourt a été convaincue de cette idée et donc dans un but de pouvoir maintenant faire un SMH à une grande échelle, on a déployé les niveaux sur une deuxième phase pour travailler avec plus de jeunes et aussi d'autres types de cibles publics, les adultes notamment, professionnels dans les milieux du chant choral. Et donc, pour revenir au sujet donc, de cette relation au public ou à celles et ceux qu'on va appeler public, qu'est-ce qui diffère ou qu'est-ce qui a évolué dans la relation que vous développez dans le cadre de ces projets vis-à-vis de projets précédents que vous avez pu mener dans votre compagnie ou au sein de la Philharmonie? Peut-être Juan, on commence avec vous. Bien sûr. Alors, sur cette deuxième phase du projet, comme je vous ai dit, il y a deux grandes cibles. Il y a les jeunes qui travaillent avec des professionnels, des musiciens intervenants, des pédagogues, mais il y a aussi les adultes. Et dans les groupes d'adultes, on a tous ces professionnels du milieu du chant choral, mais on a aussi les adultes qui travaillent avec les jeunes. C'est un grand groupe de professionnels et ensemble on crée une espèce de laboratoire d'expérience et d'expertise pour pouvoir à la fois pouvoir partager l'approche pédagogique de ces projets, mais pouvoir aussi récupérer les avis et les expériences de ces adultes qui eux-mêmes ont des expertises dans les domaines. Les chœurs d'adultes, c'est pas un chœur classique dans le sens où on vient, on fait une répétition et après on s'en va. C'est des week-ends de formation immersive où, ensemble avec les adultes, on expérimente ces nouvelles formules pédagogiques. Donc eux, ils peuvent, selon l'expertise qu'ils ont et leur propre métier, dans les chœurs d'adultes, on n'a pas uniquement des chefs de chœur qui participent, mais on a aussi des professeurs de musique, des musicothérapeutes, des professionnels dans la rythmique d'Alcroze, des professionnels dans la technique alexandère, caudale, etc. Donc c'est des personnes qui ont une expertise, on a constitué ces groupes avec des professionnels avec une expertise particulière, pas uniquement dans le chant choral, mais aussi dans les disciplines psychocorporelles du projet. Donc l'idée était de sensibiliser cette communauté pour pouvoir prendre en compte tous ces aspects ensemble grâce au plan de formation et aux échanges pour qu'ensuite les pédagogies et les viseurs de savoir-faire puissent être bougés, avoir une nouvelle approche. Donc, en quelque sorte, la place classique d'un professionnel de musique, notamment les chefs de chœur, a complètement changé. Parce que dans cette approche, il y a à la fois les aspects psychocorporels, mais à la fois une vision très interdisciplinaire de faire les chants chorales. Les artistes de ce fait ont vu leur rôle transformé. Un chef de chœur n'était plus au centre d'une activité chorale, mais il collaborait avec d'autres personnes au sein de la science et au sein des répétitions et dans son activité quotidienne. Ça, c'était quelque chose d'assez innovant et pas forcément quelque chose que les artistes avaient l'habitude de faire, surtout les professionnels qui dirigeaient les chœurs. Donc,
ça, c'était la première pierre qui permet au projet déjà avoir une conception de ce que c'est de produire la musique, d'enseigner la musique, de transmettre la musique d'une façon différente. La relation avec le public, de ce fait, change complètement du moment où on prend en considération tous ces aspects au moment où on fait la musique. On peut tout à fait concevoir un chef de chœur qui change les paramètres de son approche, de sa pédagogie, grâce à cette transmission de savoir-faire et des nouvelles approches. Oui, vous parliez tout à l'heure, vous avez utilisé ces mots plusieurs fois, je trouve intéressant de recentrer sur l'individu ou de décentrer la manière traditionnelle d'enseigner et de transmettre en tout cas ces informations. Très bien. Et pour vous, du coup, Sarah, qu'est-ce qui diffère ou évolue dans cette relation avec les participants des clameuses? Oui, j'ai pas mal réfléchi à cette question parce que le projet de notre compagnie en arrivant à Clichy-sous-Bois, c'était de questionner la place de l'artiste au cœur de la cité, et ça a toujours été d'interroger et de poétiser des espaces urbains non dédiés au spectacle vivant avec, comme vous l'avez dit, des publics non convoqués et ou non émissibles. Puisque dans notre démarche, les conditions sine qua non à nos entrées en création, ce sont du temps long passé avec d'autres que nous, donc des projets d'action artistique. Donc au moment du projet des clameuses, on était déjà dans une démarche de volonté d'application des droits culturels, sauf qu'on ne le savait pas. Et c'est parce que des personnes comme Jean-Michel Lucas, entendant parler du projet, nous ont transmis tout ce champ intellectuel et théorique, que nous avons compris que nous pouvions effectivement dire qu'au cœur de notre démarche, il y avait cette tentative d'appliquer les droits culturels. Donc ce qui a évolué pour nous, grâce à ce projet, le projet des clameuses, par rapport à nos projets avant, c'est que aujourd'hui, nous avons des outils et une méthodologie pour pouvoir en parler et pour veiller à créer, si vous voulez, comme des cahiers de vigilance pour chacun de nos projets, y compris nos projets de création, qui nous permettent de faire attention à ce que chaque projet demeure un espace du commun le plus humain possible et qui respecte la dignité et la reconnaissance de chacune et de chacun le plus possible. Voilà, ce qui a changé, c'est qu'on est devenu plus savante de ces théories-là. Voilà, à partir de 2018. Alors, on a commencé à en parler déjà, notamment avec la place des chefs de musique, que vous évoquiez à l'instant. Il y a un changement de posture, un changement de rôle qui se dessine, je crois, de la part des producteurs, productrices culturelles. Et donc, j'aimerais connaître votre avis sur cette évolution de la posture et potentiellement des compétences des producteurs, productrices culturelles de demain dans cette logique d'application des droits culturels. Qu'est-ce qui change leur analyse? Il y a déjà une question à se poser, c'est les problématiques qu'on a aujourd'hui au quotidien, jour au jour. La place qu'on peut avoir dans cette société. Un projet comme Eve va avoir un intérêt particulier sur les jeunes, son développement et la place qu'il a dans notre société. Ça, c'est le socle, la pierre qui va nous motiver à pouvoir créer des contenus musicaux, des contenus pédagogiques, et pas à l'inverse. Un projet comme celui-ci ne va pas partir d'une idée artistique ou d'un artiste,
qui va proposer quelque chose et que tous les piliers après du projet ou des projets devront s'adapter pour pouvoir accomplir l'idée artistique. Donc, dans ce sens, on est déjà en train de bouger un peu les viseurs pour pouvoir le recentrer à l'importance qu'on a sur les regards qu'on a pour les publics. Donc, quand on a parlé, je me disais que peut-être je n'ai pas l'impression que je pourrais bien exemplifier le lien avec les droits culturels dans les projets que j'allais vous présenter. Mais pour moi, il y a un souci sur ce qu'est l'individu assez fort dans ce projet, qui fait que tout le reste de les structurations de ces projets va prendre en compte ça comme pilier. Les programmes pédagogiques, les programmes artistiques, la démarche, l'approche, les façons qu'on travaille avec les professionnels, va devoir prendre en compte ces considérations pour pouvoir l'adapter à ces regards. Je ne sais pas si c'est... Si, je me questionne du coup, notamment parce que on est sur un événement qui est organisé par une institution éducative. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on forme les artistes, mais pas que, tous les autres professionnels de la culture et de la production culturelle, à s'adapter aux besoins des droits culturels? Est-ce que cette formation, elle est déjà, c'est peut-être aussi une question pour le public plus tard, mais est-ce que vraiment on forme les professionnels de la culture aujourd'hui en phase avec ce qu'on attend de l'application des droits culturels? Je ne suis pas très... Pardon, je pensais ce sera une question pour le public tout à l'heure. Cependant, je pense que la transition entre les deux, peut-être, bien sûr, je pense que ce n'est pas un sujet nouveau. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on parle depuis bien quelques années. Mais je pense que justement, la transition entre la théorie et les formations et la passation à des structures qui ont déjà une longue trajectoire de faire certains projets éducatifs, certains projets musicaux d'une certaine manière, ça va prendre juste un peu de temps. Oui, il y a une certaine inertie. Je ne dirais pas inertie, mais en tout cas, c'est pas extrêmement... Il n'y a pas une cadence très rapide. D'accord. Moi, je voudrais répondre à ça, parce que moi je crois, parce que dans l'éducation populaire, il y a eu des méthodes et des pratiques développées depuis plusieurs années, bien avant la loi NOTRe de 2015, etc., au sujet des droits culturels, et même avant la déclaration de Fribourg, en réalité, qui, en fait, il y a carrément des manuels de mise en pratique de projets qui rentreraient aujourd'hui parfaitement dans ce champ d'analyse au regard ou par le biais des droits culturels. Donc je crois que à l'université, ça je ne sais pas du tout, j'espère que oui, mais en tout cas ça a existé, ça existe encore dans ce champ-là. J'ai ce sentiment-là. Oui. Voilà. Donc potentiellement aller chercher du côté de l'éducation populaire. Récemment, et là je ne retrouve pas le nom, mais je le retrouverai pour après, j'ai lu un petit manuel qui s'appelle La participation d'une SCOP, je ne retrouve plus le nom de la SCOP, structure d'éducation populaire qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais qui a laissé sur le net tous ces petits manuels. Et là, en lisant ça, je me disais, mais c'est incroyable, les mots ne sont jamais dits, mais c'est ça, c'est déjà l'application de ça. Ouais. Si ça peut vous aider à trouver. Je retrouverai dans mes notes. Oui, exactement, c'est ça, le pavé. Oui, c'est le pavé. Le pavé, c'est ça. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, au cœur des droits culturels, on a aussi le concept d'émancipation, qui revient quand même assez souvent, l'émancipation des personnes. Et je me questionnais sur ce que cette donnée change dans la manière dont on va concevoir et imaginer des projets culturels et artistiques.
comment est-ce qu'on prend en compte cette question d'émancipation? Est-ce qu'elle rentre en jeu? Est-ce qu'on la garde en tête au moment de la conception et du développement des projets? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable d'évaluer, on en parlait dans le focus précédent, le degré d'émancipation que permettraient les projets qu'on porte auprès de divers publics? Sarah, si vous voulez. Oui, alors la question de l'émancipation. Attendez, je remets on switch. Voilà, bon. Attendez, je vous remets une autre, comme ça varie un peu les plaisirs. Voilà. Ça parle bien d'émancipation, je trouve. Oui, alors, avec les lunettes des droits culturels, lorsqu'on parle de cette fameuse relation d'accompagnement mutuel, on parle aussi d'un accompagnement de qualité. Et donc, les clameuses ont souhaité développer de nouvelles capacités et découvrir de nouvelles choses. Donc, elles se sont évidemment engagées sur des chemins d'émancipation que la rencontre avec des œuvres artistiques et également, dans le cadre de la réalisation des podcasts, finalement, l'expression artistique leur permettait. Et elles n'ont pas forcément eu l'ambition de devenir des professionnels, mais pour toutes, l'enjeu a été de pouvoir mieux exprimer son humanité. Donc ça concerne la globalité de leur vie, et pas simplement le fait de participer, comme je vous disais, à la réalisation de podcasts ou à la programmation de spectacles pour leur ville, ou même à la volonté de certaines de participer à la création d'un spectacle professionnel, puisque, à l'issue du projet des clameuses, 5 d'entre elles ont manifesté auprès de nous leur désir d'aller plus loin et de participer à une création professionnelle. Donc, le temps de palabre a à nouveau eu lieu, puisqu'il a évidemment fallu nous mettre d'accord entre le désir de création qui nous animait, nous, en tant qu'équipe artistique, et le sujet aussi qui nous animait, et leur désir à elles. Mais en réalité, le projet des clameuses, l'aventure des clameuses, a été tellement inspirante pour nous qu'après ce pas de côté-là de 3 ans, même s'il était nécessaire pour notre équipe artistique de revenir à la création, nous étions forcément nourris de ce chemin parcouru avec ces femmes. Du coup, avec la création de ce spectacle qui s'appelle Les Flammes, c'était moi, et qui sort, notez dans vos agendas s'il vous plaît, le 8 mars prochain, on a tenté de trouver comment réaliser l'adéquation entre un engagement local et contextuel, donc à Clichy-sous-Bois, et notre démarche artistique professionnelle, en évidemment respectant les droits culturels de chacune. Et c'est très compliqué, parce qu'au-delà de la négociation de départ dont je vous parlais, où on s'est accordé ensemble sur ce qu'on avait envie de dire et de faire, ensemble donc, et ben c'est tout le reste du protocole de création, de production, de diffusion, qu'il a fallu évidemment revoir et réinventer. Mais aujourd'hui, nous sommes donc une équipe de créatrices, créateurs et interprètes professionnels qui travaillent pour cette création avec 5 clameuses, qui ont donc commencé par modifier leur façon et leur raison d'aller au spectacle, en devenant critiques puis programmatrices, et qui ont par la suite décidé de s'engager dans la pratique et l'expression artistique, puisqu'elles sont devenues interprètes et partie prenante de cette création dont je vous parle. Donc ce spectacle, Les Flammes, c'était moi, il est traversé par leurs mots, par leurs énergies, et elles y ont une partition à défendre, et cette partition, elle peut être transmise à d'autres groupes de femmes ailleurs en France et dans le monde. Donc au-delà d'un mouvement d'émancipation, il y a aussi un mouvement d'empowerment qui est en train de se créer et de naître d'un groupe de femmes à un autre, d'un village à un quartier, en France ou ailleurs. Et moi, oui, je reste persuadée que l'application des droits culturels demeure un levier d'émancipation très très puissant. Et pour vous, Juan, cette question de l'émancipation dans les projets, comment est-ce que vous la gérez? Comment est-ce qu'elle s'incarne? Justement, dans les projets Eve, à la toute fin du projet, on va avoir des restitutions du travail fait, des concerts performances où les jeunes et les adultes vont pouvoir se produire sur scène à la Philharmonie. Les choix de ces répertoires n'est pas anodin. C'est un choix qui s'est fait en prenant en compte ces
ces considérations, ces préoccupations qu'on a, de trouver un moyen de transmettre la musique avec cette approche psychocorporelle. Donc, on va trouver un programme qui va être fait sur mesure pour pouvoir évoquer justement dans les travaux qu'on fait avec les jeunes et les adultes au fur et à mesure de l'année, des aspects particuliers du projet. Par exemple, on travaille beaucoup avec des répertoires de musique de tradition orale et musique de monde qui vont être l'objet d'une explication sur les nouvelles les différentes cultures que les choristes vont avoir. Donc, en quelque sorte, un chef de chœur qui pourrait moins essayer ce type de répertoire va pouvoir être exposé à cette nouvelle approche, cette nouvelle esthétique, pour pouvoir la transmettre par la suite. Donc, c'est à la fois une façon de pouvoir ouvrir les champs de la pédagogie des adultes, en considérant que les jeunes devant nous vont pouvoir appréhender la musique différemment. Voilà. Donc, dans ce sens, l'émancipation vient plutôt sur le fait que les adultes vont devoir avoir une très large ouverture d'approche pour pouvoir par la suite travailler avec les jeunes. Très bien. Alors, au-delà de l'émancipation, il y a un autre terme que je trouve intéressant d'évoquer, de creuser avec vous. Dans les droits culturels, on parle de notion de responsabilité de la part des publics, parce qu'un droit nous donne une certaine liberté, mais aussi des responsabilités. Et ça peut, on va dire, différer de l'image traditionnelle qu'on a d'une relation entre public et producteurs, public et institutions dans le secteur culturel. Vous parliez d'ailleurs, ça restait vous, de réciprocité, donc je pense que ça fait écho à ça. Est-ce que vous percevez cette notion de responsabilité des publics dans les relations que vous entretenez avec elles et avec eux? Et comment est-ce que cette notion de responsabilité s'incarne concrètement? Comment est-ce que potentiellement elle s'entretient dans la relation avec le public? Sarah? Ouais. Je pense qu'on n'a pas trop le temps, mais bref, si je vais le faire. Donc, je voudrais vous lire une proposition de définition des droits culturels de Farida Chahid, qui est l'ex-rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels. Elle a écrit en 2014 une contribution à l'agenda 21 de la culture, où elle écrivait « La culture imprègne toutes les dimensions de la vie, des textes légaux ennuyeux aux couleurs et tempos vibrants de production artistique, de ce qui se trouve dans nos assiettes aux paysages culturels urbains exubérants des mégalopoles. La culture va au-delà des vêtements que nous portons, des chansons que nous chantons, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est la façon dont nous donnons un sens à notre vie et dont nous comprenons notre environnement humain, naturel et construit en tant qu'individu et en tant que collectif. La culture incarne notre humanité collective avec ses fragilités et ses imperfections, son génie créatif, mais aussi son côté obscur, notre poursuite du savoir, de l'innovation et du plaisir. Processus vibrant et dynamique, la culture fournit l'espace à la contestation, le sens et les valeurs qui s'entrechoquent pour être acceptées dans un monde en perpétuelle évolution. Et je vous lis cela parce que, évidemment, qu'au regard de tout ce que l'on vient de se dire, les droits culturels impliquent la responsabilité de toutes les parties engagées dans un projet quel qu'il soit. Mais ils impliquent surtout le respect de chacune et chacun dans sa dignité et sa reconnaissance. Et dès lors que l'on reconnaît les individus, dits les individus du public, comme des personnes à part entière et porteuses de leur propre culture sans jugement de valeur, alors les individus qui constituent ce fameux public
vont investir leurs responsabilités par rapport aux rencontres avec des œuvres ou des institutions ou des équipes artistiques ou des projets. Et bien sûr que ça demande une rigueur de part et d'autre, mais ce sont nos changements de posture qui vont pouvoir permettre l'expression des responsabilités de ces membres dits du public si elles ou ils le souhaitent. Parce que la responsabilité implique un pouvoir d'agir, et donc un pouvoir. Et il faut pouvoir créer des espaces de partage de ce pouvoir et ne pas fuir les contradictions pour créer la participation et donc la prise de responsabilité. Donc si savoir, c'est pouvoir, alors c'est aussi reconnaître les savoirs de chacune et chacun à valeur égale. Donc des deux côtés, des dominants dits sachants, comme du côté des dominés, ça génère des peurs, mais chacune et chacun, je crois, peut veiller aux qualités des délibérations entre toutes les parties, qui vont pouvoir permettre des décisions d'agir, et donc de responsabilité et d'engagement qui soient pertinentes pour tout le monde, et pour mener à bien tel ou tel autre projet. Pour moi, cette question de la responsabilité, comment vous dire, si on a le pouvoir de pouvoir prendre des responsabilités, alors on va les prendre. Si on est toujours soumis dans un cadre très contraint à tenir le rôle qu'on nous a assigné, comment est-ce qu'on pourrait prendre la moindre responsabilité? Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Merci. Et pour vous, Juan, cette question de la responsabilité, est-ce que vous y êtes confronté dans le cadre du projet F? Plutôt, et donc j'ai réagi un peu à ce que tu dis, parce que, par exemple, dans un chœur, on pourrait se dire que chacun a une place, mais que cette place, elle est figée, cadrée, et qu'elle exige à nous de suivre un cadre spécifique, presque en mettant à côté toute individualité. Parce que ce qu'on veut, c'est un son uni. Dans ces sens, dans le cadre de ces projets, on essaie de lutter contre ça. L'individu va être pris en compte dans tout son être. Il va peut-être pouvoir s'exprimer de façon différente que dans un format plus classique. Mais par le biais de cette ouverture qu'on pourrait avoir à l'écoute de ce qu'est l'individu être, on va pouvoir plutôt l'orienter sur un cadre. C'est nuancé, mais c'est très différent que si on impose déjà un cadre et que l'individu doit s'inscrire dans ces cadres afin de pouvoir participer. Et que si on ne rentre pas dans ces cadres-là, on sort du cœur, par exemple. Là, l'idée de ces chœurs qu'on fait dans le projet EVE, c'est de permettre à tout le monde de trouver une place. Et de trouver une place qui ne va pas forcément être la place classique. Un enfant qui a beaucoup d'énergie et qui n'arrive pas à la canaliser, notre approche va essayer de trouver une façon de canaliser cette énergie via l'approche psychocorporelle, afin de pouvoir savoir si, sous la forme qu'il est en train de nous présenter, il peut tout de même intégrer les cœurs. Donc, la notion de responsabilité va aussi être engagée dans ce sens-là, parce que on va savoir que malgré le fait qu'on a un cadre, il est possible de l'intégrer tout en regardant notre individualité. Et la place pour de la souplesse, la place pour que chacune, chacun puisse dire. Exactement, exactement. Donc ça c'est très important parce que je pense qu'on peut avoir une notion de rigidité dans des cadres dans des cadres de ce type, les souplesses, les chœurs, alors qu'on est plutôt dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, le changement d'approche, et les changements de la vue, surtout de ceux qui la transmettent, de cette approche, afin de laisser cette place aux jeunes et au public, dans ce cas, dans notre cas de jeunes, pour qu'ils puissent prendre une part de responsabilité dans le produit final. Et j'ai une dernière question avant qu'on ouvre au
public la discussion. Puisqu'on parle de relations, j'aurais aimé savoir si les projets que vous avez menés, que ce soit Éclameuse ou le projet EAF, est-ce qu'ils ont changé la perception que vous et vos collègues avez de votre public, et vice-versa, est-ce que votre public vous perçoit et s'adresse à vous de manière différente? Voilà. Moi, au niveau des adultes qui sont engagés dans la République, c'est sûr et certain. Ils ne font pas les choses de la même manière. Les propositions, les modèles pédagogiques et les transmissions qu'on est en train de proposer et qu'eux, ils nous proposent, sont certainement des choses qui ne sont pas forcément vues et on a les retours d'expérimentation de leur côté dans leur propre terrain et que ça change beaucoup de leur pratique. En quelque sorte, c'est presque une remise en question, un questionnement nouveau sur comment on fait, comment on transmet. De ce fait aussi, les jeunes qui participent au projet voient que le viseur change. Parce que quand on est dans une classe, nous, l'activité se déroule durant le temps scolaire. On n'est pas du tout dans le format de classe qu'ils ont. Donc en fait, tous les codes sont par la fenêtre. Et de ce fait, ils trouvent un nouvel environnement dans lequel ils peuvent prendre la parole différemment. Donc ils ont une perception différente de ce que c'est de faire la musique, de travailler avec les adultes, parce que ça fait partie aussi de cette approche qui a un regard attentif à la relation entre l'adulte et le jeune. Et de ce fait, il y a une nouvelle relation qui s'est créée. Leur perception change de ce fait. C'est bon ça, hein? J'essaie de faire descendre. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Voilà. Alors, moi je crois que via le prisme des droits culturels, c'est tout à fait compréhensible. On peut toutes et tous comprendre qu'une personne va préférer passer tous ses week-ends au stade plutôt qu'au musée ou au théâtre. Et c'est sa culture et elle a autant de valeur qu'une autre, mais ce postulat de départ, il est important parce qu'il va permettre d'éviter, du coup, pour nous, en tant qu'équipe artistique, d'entrer dans une démarche de remplissage. Là, ce serait plutôt pour des lieux, ou bien alors une idéologie qui va consister à penser que notre rôle, en tant qu'équipe artistique, ça serait d'aller vers des personnes démunies, comme on l'a dit, de culture. Voilà. Une culture avec un grand C dont elles auraient absolument besoin pour s'épanouir. Mais nos perceptions sont forcément modifiées. Les nôtres comme celles des personnes qu'on croise. Moi, je crois qu'on est toutes et tous le public potentiel des droits culturels, en fait. Si on part de tout ce qu'on vient d'essayer de transmettre. Mais ça nous impose forcément du déplacement. Et voilà, alors ça nous impose de réfléchir à la question du temps long, de ce fameux temps primordial de la mise en relation. Et ce temps-là, primordial, il correspond rarement à l'efficacité demandée par les politiques publiques dans le cadre de demandes de financement, par exemple. Les droits culturels, ça va nous permettre de renverser, comme on l'a dit, les schémas de domination descendante, avec la figure d'un artiste génie et du coup la question de la propriété intellectuelle, puisqu'on construit avec les autres qui sont les autrices, qui sont les auteurs. Voilà, ça nous bouleverse au niveau de nos statuts professionnels, amateurs. Qu'est-ce qu'on appelle une amatrice? Par exemple, dans le cadre de notre création Les Flammes, c'était moi, les 5 dames, les clameuses, elles participent à la création. Donc nous, on a organisé la possibilité de les payer à chaque représentation. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir défendre devant nos institutions et nos tutelles. Vous voyez ?
Et puis, voilà, du coup, tout ça, ça fait bouger et ça remet en perspective les modalités de gouvernance de ces projets, avec cet enjeu-là de la co-construction sincère entre les participants, les participantes, les équipes artistiques, les institutions, les collectivités, et j'en passe, à l'intérieur des collectivités, les services. Il n'y a pas que le service culturel. Dans le cadre de ce projet, il va y avoir le service politique de la ville, et peut-être la voirie, et peut-être... Voilà. Donc évidemment, je crois que ça nous bouge toutes et tous, ça modifie nos perceptions, mais en réalité, tout le temps. Parce que d'un projet à l'autre, du coup d'un groupe ou d'une institution que nous, en tant qu'équipe artistique, on va être amené à rencontrer à un autre, et ben, tout va être tout le temps bouleversé. Et puis là, on donne évidemment l'exemple des Clameuses, qui est un projet, on va dire, un très bon exemple d'application des droits culturels, puisqu'elles sont venues à nous. Mais ça, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, il y a évidemment des institutions qui font appel à nous et qui nous proposent de rencontrer tel ou tel public. Et là, tout le travail, c'est évidemment de ne pas oublier ces petits cahiers de vigilance, essayer de mettre en place le plus possible, le mieux possible ces bonnes pratiques, mais en réalité, faut toujours qu'on garde à l'esprit qu'il s'agit plutôt de rater le moins possible que de réussir à tout prix. Voilà, c'est évident que c'est pas si simple. Et selon que le public il est captif, comme par exemple en détention, ou qu'il est parfaitement libre d'aller et de venir comme les Clameuses, on a des projets parfaitement différents. Mais dans ces rencontres avec un public extrêmement captif, il faut quand même pouvoir trouver la possibilité de créer des espaces d'équité, où chacune et chacun va pouvoir dire pourquoi je suis là. Voilà, alors nous sommes de passage, on est venu vous proposer ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de ça? Si bien qu'on démarre un projet, on ne sait jamais quelle couleur il aura à la fin. Et oui, et ça me fait penser à un projet là qu'on a à peine démarré avec l'aide sociale à l'enfance. Alors, à la base, c'est une éducatrice spécialisée de la circonscription de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis qui nous contacte pour... elle rêve d'un projet pour 7 jeunes filles dont elle s'occupe, qui ont tout un rapport plus ou moins ténu avec la prostitution. Alors, elle rêve ce projet pour ces jeunes filles. Donc nous, alors déjà, je passe les détails de réussir ça, c'est 1 an et demi de montage et de trouver les institutions qui vont bien vouloir soutenir ce projet. Donc, voilà, mais on rêve avec Sophia, on invente un protocole à la fois de transmission d'émancipation, de pratiques artistiques, bref, de parcours culturel. Et puis on y arrive, et puis on peut faire le projet, on est validé, labellisé. Et puis il s'agit de faire le projet, et puis là, ça ne fonctionne pas du tout en réalité. Ce que l'éducatrice spécialisée avait rêvé pour cette jeune fille, on se rend compte qu'en fait, elles ont des problématiques tellement lourdes, y compris au niveau judiciaire, que, en fait, un projet où on souhaitait se rencontrer sur des temps de workshop un week-end par mois, mais c'est impossible, parce que ce week-end-là, elles sont là, mais dans un mois, elles seront peut-être... personne ne sait où. Donc on est obligé à chaque fois de réévaluer, recalibrer, renégocier, à la fois avec l'aide sociale à l'enfance, à la fois avec les financeurs, qui sont des financeurs publics, à la fois avec nous-mêmes. On fait le deuil de petits rêves. Et puis voilà, pas à pas, on verra où ça va nous mener. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'on est toutes les publics des droits culturels, c'est-à-dire qu'on s'applique ça à nous-mêmes aussi, parce que si on reste figé sur notre idée de non, le projet s'appelle Atalante et l'objectif c'était que les filles elles aillent jouer au musée d'art et d'histoire à Saint-Denis et on ne va pas sortir de ce qu'on a prévu de faire, si nous-mêmes on ne se l'applique pas à nous-mêmes le déplacement, on ne fera jamais rien avec cette aide sociale à l'enfance. Voilà, donc oui, on modifie nos perceptions, mais c'est vraiment un déplacement quasi constant. Voilà. Si je peux rajouter, oui. Justement, ces perceptions sont aussi sur les projets Eve, c'est plutôt le chemin qui va faire qui va être important. Exactement. Et le chemin va amener peut-être à une restitution du travail plus tard qui va être d'une qualité artistique, mais ce n'est pas ça qui est le leader. Tout à fait. Donc en fait,
la perception qu'on peut avoir du travail qu'on fait avec les publics va changer totalement notre façon de faire du moment où l'importance se centre sur le public. Tout à fait. Plutôt que ces produits artistiques. Tu as tout à fait raison. Mais ça n'enlève pas l'exigence de la qualité artistique. Non, bien sûr, absolument. C'est juste un autre cheminement. Voilà. Ouais, tout à fait. Et magiquement, ça se passe. Ça fonctionne. Ça fonctionne tout de même. Même si on n'a pas cette... parce qu'on a l'exigence peut-être d'amener quelqu'un ou de travers le haut. Oui, exactement. Très bien. Écoutez, on a du temps pour les questions et vu qu'on a parlé de réciprocité, j'invite aussi, si vous le souhaitez, nos intervenants à vous poser des questions, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le même sens. Voilà, je ne sais pas qui parle. Oui. Moi, je voulais réagir en rebond aussi avec ce matin et aussi ce qui se disait dans un autre atelier, mais en fait, ce que vous décrivez, c'est le processus. Et je crois que fondamentalement aujourd'hui, mettre en œuvre un projet à l'aune des droits culturels, c'est beaucoup plus être sur l'observation du processus que finalement sur la finalité. Et c'est là où du coup ça vient aussi sur la question de l'évaluation, se confronter finalement à la logique de la puissance publique qui elle va être beaucoup plus sur le résultat et notamment le résultat quantitatif et non pas sur le processus qualitatif. Et c'est là où je pense que nous les acteurs on a finalement une responsabilité de trouver le moyen de raconter finalement le processus plus que la finalité. Et je trouve déjà les images avec des phrases issues des personnes sont déjà des indicateurs clés. Mais je crois que c'est aussi à ces endroits-là où il faut qu'on soit d'autant plus fort aujourd'hui dans la manière dont on documente finalement les processus pour aussi les livrer et les transmettre finalement aux acteurs de la puissance publique afin qu'ils prennent la mesure de ce travail qui est de longue haleine et qui est aussi très hasardeux en fait au final. Et je voulais juste rajouter un petit complément justement sur la question de formation que vous aviez abordé tout à l'heure. Il y a un endroit en Belgique qui s'appelle les Centres culturels belges et je vous invite à aller creuser un peu toute la documentation autour des centres culturels belges parce qu'en fait, eux, ce qui s'est produit, c'est que c'est le ministère de la Culture en Communauté wallonne qui a imposé dans le décret de refonte des centres culturels la prise en compte des droits culturels. Et ça a complètement déstabilisé les professionnels. Et du coup, l'État qui avait juste inscrit l'obligation, en fait, finalement, de respecter les droits culturels, a été lui-même surpris parce que les professionnels étaient complètement déstabilisés. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, après la mise en œuvre du décret, donc en 2013, tout un ensemble de formations pour accompagner les professionnels. Et il y a des cahiers en fait de ces formations pour vraiment accompagner les professionnels dans la mise en œuvre. Et je trouve que c'est pour nous, acteurs français, peut-être aussi une ressource complémentaire, parce que nous, fondamentalement, l'État a inscrit les droits culturels, les collectivités l'attrapent, mais en aucun cas ils donnent le chemin. Et donc c'est là aussi où on est un peu en peine finalement. Et je trouve que les centres culturels belges sont aussi un endroit où on peut aller un peu piquer chez eux ce qu'ils font pour nous aider à mettre en œuvre. Le décret de refonte des centres culturels date de 2013. En 2013. Et ça, c'est intéressant d'aller, mais je pense que vous savez, d'aller voir tout le travail de Luc Carton. Voilà, qui est un philosophe qui a écrit le décret en particulier. Oui, et qui est belge. On est braquement les Belges. Voilà. Il y a une question là, puis ensuite derrière, et ensuite par ici. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour que je fais partie d'Opinion Culture. Juste préciser une chose, c'est que justement avec l'association des étudiants de Dauphine, on a eu l'envie d'organiser cette journée parce que les droits culturels ne sont pas vraiment abordés dans la formation du master et qu'on avait envie que les étudiants soient quand même sensibilisés au moins à ce sujet sur une journée. Donc c'est un peu l'objet de cette journée-là parce qu'effectivement il y a quand même un manque dans les formations en France sur ce sujet-là. Il y avait une question au fond là. Oui, ma question c'était sur le projet de création avec les femmes. En quoi, est-ce que vous pouvez développer en quoi la production est
Alors si je prends une équipe professionnelle classique, on va mettre en place un schéma de production, donc on va aller chercher des partenaires par exemple pour des résidences partout en France qui vont nous accueillir 15 jours, 3 semaines et qui vont nous donner de l'argent, coproduire ou soutenir en création. Et donc on va partir. Pour pouvoir bénéficier de ces coproductions, il faut qu'on puisse être accueilli ailleurs. Donc il faut qu'on puisse partir, par exemple, 3 semaines à Toulouse ou à Saint-Étienne. Et bien, quand on travaille avec 5 femmes qui ont elles-mêmes leur propre travail, leur propre vie de famille à gérer, elles n'ont pas du tout cette possibilité dans leur vie quotidienne de partir comme ça 3 semaines. Nous, c'est le cadre de notre profession, mais ce n'est pas du tout le leur. Donc par exemple, là, ça double en fait les temps de travail concrètement, puisqu'on est à la fois là-bas et à la fois on organise un planning pour être à Clichy-sous-Bois et travailler avec les clameuses. Donc en fait, voilà, c'est une création, du moment où on a démarré jusqu'au moment où elle va sortir, il y a 3 ans et demi qui se sont écoulés. Alors ça, c'est merveilleux parce que du coup, nous, on est assez fiers de ce projet. Tout s'est très bien passé, on a eu vraiment un parcours pour l'instant sans problématique. Mais en revanche, au niveau de notre profession, par rapport à nos institutions de tutelle, expliquer pourquoi on sort un spectacle seulement tous les 4 ans, c'est une autre histoire. Donc il faut... en fait, c'est de la dramaturgie tout le temps, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut créer la dramaturgie du projet, créer la dramaturgie de la production pour pouvoir la défendre. Vous voyez ? Voilà. Et en diffusion, c'est pareil. C'est évident que de toute façon, le projet, il n'y a pas de mensonge. On est 5 artistes professionnels au plateau, plus 5 clameuses et ou un autre groupe de femmes participantes. Donc quand on envoie le bout de session pour des programmatrices ou des programmateurs intéressés, eux, ils voient que en fait, il y a des salaires pour les dames. Donc ça, on recommence, on est dans les droits culturels, on repart dans la négociation, et dans le consensus qui mène au consentement des 2 parties. Donc c'est toute enfin, je dirais pas que c'est plus complexe, c'est juste une autre complexité. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui. Moi j'ai une question peut-être un peu plus technique par rapport à l'appel à projet dont vous parliez du département. Je voulais être sûre d'avoir bien compris si le projet avec les familles avait démarré grâce à cet appel à projet. Oui. Et donc si oui, est-ce que déjà dans l'appel à projet il était prévu quand même de coller entre guillemets, d'avoir une préoccupation sur les droits culturels ou pas du tout, c'est vous qui avez amené ça et qui l'avez défendu en écrivant le projet Tout à fait. Et comment il a été perçu, reçu et compris? Exactement, on a écrit, on n'avait même pas conscience, comme je disais, de fait des droits culturels. C'est une fois quand il était en cours, on a été contacté par Jean-Michel Lucas et Pascal Lebrun-Cordier. Jean-Michel Lucas nous a dit, écoutez, il faut faire un test d'humanité de ce projet. Il a passé au tamis de ces différents tests, de ces différents tamis, de son grand test d'humanité. Et la conclusion, on a travaillé quand même un certain temps, sa conclusion, ça a été, voilà, c'est un exemple d'application des droits culturels. Vous ne le saviez pas? Non. Bon, depuis, vous avez vu, on s'est formé. Vous avez vu, j'essaye de vous donner des petites cacahuètes quand même. Donc, voilà. Et donc, le projet a dû finalement sortir du cadre, j'imagine, de l'appel à projet, déjà par le temps long et puis par les modalités. Complètement. Et du coup, après, évidemment, on a pu démarrer grâce à ce soutien du département. Et puis ensuite, on a fait des demandes de financement à d'autres institutions au fur et à mesure des 3 années. Voilà. C'est un projet qui finalement a été soutenu par évidemment sa ville, la ville de Clichy-sous-Bois, par la région Île-de-France, par la DRAC Île-de-France. Il suffisait de démarrer. Et c'est toujours... c'est évidemment le plus difficile de démarrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Juste sur l'aspect rémunération des 5 familles, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire que dans le
fameuses-là qui font une activité professionnelle, semi-professionnelle, le fait de les rémunérer, ça questionnait les financeurs, c'est ça? En fait, on a le droit de, quand on est amateur ou amatrice, on peut être rémunéré sur 15 dates par an, pas une de plus. Ça, c'est la loi. Donc en fait, c'est pas au niveau du financement du projet pendant le temps de la création que ça pose un problème, c'est pendant le temps de sa diffusion. Voilà. Et la rémunération est déterminée? Ou c'est aussi une discussion que vous avez Là, avec elle sur le montant? On discute avec elle sur le montant, parce qu'elle, évidemment, elles ne veulent pas être payées. Ah, d'accord. Et pourquoi? Pas parce qu'elles disent que elles appliquent leur droit culturel à l'expression et à la pratique artistique, mais que c'est pas leur métier, alors que nous c'est notre métier. Alors nous, si on part comme ça veut dire qu'on aura de quoi on va vivre. Elles sont généreuses. Mais nous, on négocie avec elles et on leur dit c'est hors de question en fait. Vous allez vous déplacer à Grenoble, vous allez vous déplacer à Saint-Étienne, vous allez jouer avec nous dans des festivals qui ont de l'importance pour nous. Il y a l'exigence. Dans cette réciprocité, nous aussi, on a eu beaucoup d'exigences par rapport à leur travail sur ce spectacle. Donc voilà. Je comprends pas ce que vous dites, parce que alors, pour moi c'est l'inverse, c'est qu'on a le droit à 15 représentations qui sont considérées comme des amateurs et donc pas payés, et que dès lors qu'on les paye, ils sont considérés comme des professionnels. Non, je crois pas. Enfin, moi, je vous dis ce que m'a transmis notre conseiller DRAC. Mais peut-être qu'il m'a transmis une info à verser. Hein. Nous, dans la pratique amateur, il y a un décret qui dit qu'on a le droit, on a une contrainte, etc. à les limiter. Par contre, à partir du moment où vous payez les gens, elles deviennent des professionnels. Oui, très bien. Très bien, parfait. Parfait, c'est parfait pour nous, de notre point de vue. Excellente information. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non. Bien écoutez, je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Je ne sais pas quelle est la suite du programme, François. Suite du programme, si je ne dis pas de bêtises, c'est la restitution de mémoire de l'année dernière. 3 mémoires de formation continue qui étaient axées sur les droits culturels et 2 mémoires de formation initiale.